Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Nous allons revenir sur l'actualité du département de la Haute-Savoie. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis en compagnie de Lionel Tardy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en ma compagnie sur ce plateau. Vous avez été donc élu conseiller départemental du canton d'Annecy 4. Vous êtes également vice-président du département de la Haute-Savoie en charge notamment des routes, des mobilités et des collèges. On va parler notamment des routes et des mobilités ce soir. On démarre avec un reportage qui a été diffusé sur notre antenne le 30 septembre dernier. Marine Schneider s'était rendue sur le chantier de la RD 328 à Taninges, la route d'accès à la station de Prades-Lissomment, touchée par d'importantes pluies et intempéries en 2015. La route est fermée depuis et fait l'objet d'importants travaux, avec notamment la construction d'une galerie de protection. On regarde ce reportage. Les travaux sur la route de la Ravine sont bientôt finis. Fermée depuis près de 5 ans, excepté pendant la saison hivernale, la RD 328 voit sortir de terre une nouvelle galerie. L'infrastructure est montée, la dalle de béton a été coulée et cette semaine, les ouvriers entament la dernière phase du chantier. Aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre un matelas de protection. Donc, il est constitué de 2 mètres de matériaux terreux. Sur ces 2 mètres, il y a 50 cm de matériaux qui viennent de l'extérieur et 1,50 m qui sont des réemplois des matériaux de pieux. Donc on a sorti lors de la réalisation des pieux. L'objectif de ce matelas de protection aujourd'hui, c'est d'absorber une chute de blocs qui pourrait provenir du versant en cas d'éboulement. Car si de nouveaux éboulements venaient à se produire à même le béton, ils menaceraient l'intégrité de cette infrastructure. Ce matelas de terre et de roche de 50 cm d'épaisseur devrait amortir les chutes de gravats et stocker les éboulements. 77 pieux ont été nécessaires pour constituer la fondation de cette galerie à même la roche, soit environ 2 km de bois. Autour de la zone sinistrée, les arbres ont été coupés pour alléger le haut du talus qui menace de s'effondrer au moindre épisode de pluie. On a un phénomène un peu particulier, la Ravine. Donc c'est un petit cours d'eau avec ce qui se passe, c'est que globalement, à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies, il y a des résurgences qui viennent aléatoirement dans le versant et qui viennent désolidariser, enlever toute cohésion du matériau en pied. Ce qui fait que globalement, les matériaux allaient tomber au fur et à mesure. Et si on n'était pas intervenu, je pense qu'on aurait dû fermer la route. Pour autant, la route n'est pas encore prête. Il manque encore une couche de 6 cm d'enrobé à étaler. Il sera coulé d'ici la réouverture de la route le 22 octobre prochain. Lionel Tardy, on peut dans ce cas précis parler de chantier hors norme, avec de nombreuses étapes et puis une météo qui peut rendre difficile les travaux justement. Les aléas météo, un chantier sur 4 ans avec aussi la nécessité d'ouvrir en période hivernale et en estivale cet été, puisqu'on a ouvert cet été pour refermer fin août, pour réouvrir définitivement le 22 octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. C'est ce qui était demandé aux élus. Donc voilà, il faut gérer tout ça. Donc des chantiers qui s'arrêtent, qui reprennent, des alternats. C'est un peu le lot quotidien qu'on a sur nos routes en Haute-Savoie, notamment dans le Chablais en ce moment, où on a pas mal de travaux suite aux intempéries de cet été. Et puis en plus, cette route, la route dite de la Ravine, qui donne accès donc au Prades-Lissomment, elle est très très importante pour cette station, justement, avec la saison qui va commencer. Bien sûr, nous, l'impératif, c'est la date du 22 octobre. Donc voilà, les entreprises vont s'y tenir, donc c'est très bien. Et puis on va avoir un autre chantier juste de l'autre côté, très prochainement, du côté de la liaison entre Thonon et Châtel aussi, du côté de Bioge, où là, on a à peu près 3 galeries identiques à celle-ci à faire, là aussi, qui vont s'étaler sur 4 ans, pour un montant de 40 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des grosses sommes. Je rappelle que le budget alloué par le département de la Haute-Savoie aux routes et à la mobilité s'élève à plus de 130 millions d'euros. C'est ça, 130 millions. On enchaîne avec la mobilité symbolisée par le vélo. On regarde tout de suite un reportage d'Emmanuel Jaude qui a été réalisé au mois de septembre. Au-delà du simple mode de déplacement, le cyclisme véhicule de nombreux atouts pour un territoire comme la Haute-Savoie. De la pratique loisir au passage du Tour de France, les nombreux aspects de la discipline sont aujourd'hui plus que jamais renforcés, avec un budget départemental dépassant les 9,5 millions d'euros pour l'année 2021 et toute une série de nouveaux dispositifs en faveur du vélo. Il va y avoir une grande campagne de sécurisation, 2 roues, moto, vélo, dans les deux sens. Les voitures doivent respecter les vélos, mais il faut aussi que les cyclistes, j'en fais partie, soient très respectueux du code de la route. Donc on va essayer de communiquer sur ce point-là. Une grosse opération collège, après le savoir nager
le savoir skier, il y aura le savoir rouler dans tous les collèges de la Haute-Savoie. Et puis des décisions qui ne sont pas symboliques. Par exemple, le gravillonnage l'été. Le département de la Haute-Savoie ne fera plus de gravillonnage entre le 15 juin et le 15 septembre. Et puis comme on souhaite beaucoup d'étapes du Tour de France, parce qu'il y a le plus bel ambassadeur du vélo, c'est le Tour de France, le département a voté une aide substantielle pour aider les communes de Savoie qui seront candidates à une étape de départ ou une étape d'arrivée du Tour de France masculin et féminin, puisque le Tour de France féminin redémarre. Une prise en charge de l'intégralité du billet d'entrée qui intéresse d'ores et déjà de nombreux édiles, bien conscients de l'apport qu'un événement comme le Tour de France peut apporter à une commune touristique. C'est important, bien sûr, ça libère complètement et il ne reste que la place au sport et au tourisme, parce que le Tour de France, c'est avant tout aussi la meilleure carte postale qu'on peut envoyer dans le monde entier de notre territoire. Une première en France, mais bien plus qu'une opération de communication, il s'agit bien là d'une réelle volonté de développer la pratique dans son ensemble. Une ambition partagée par l'organisation de la Grande Boucle. Ça concerne le Tour, mais ça concerne plus encore que le Tour, le développement de la bicyclette partout, pour toutes et pour tous. Il n'y aura pas des champions tout le temps, mais il y a des gens qui vont s'intéresser peut-être davantage encore à nos courses. Et ça, c'est aussi évidemment pour nous important. Il y a 3 pays dans le monde, qui sont des pays européens d'ailleurs, où il y a encore plus de gens devant la télé qui regardent le Tour de France que chez nous en France. Ces 3 pays, c'est la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, sont des pays où au quotidien, les hommes et les femmes sont à bicyclette pour tout, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour s'amuser et parfois aussi pour l'élite, pour faire des compétitions. D'ailleurs, pour officialiser cette signature, Christian Prudhomme a symboliquement offert 74 vélos de fabrication française au club du département. L'annonce du tracé de l'édition 2022 du Tour de France est, elle, attendue le 14 octobre prochain. Oui, bon, sûrement des étapes par chez nous. Lionel Tardy, 9,5 millions d'euros investis par le conseil départemental pour développer cette politique vélo. C'est loin d'être négligeable. On connaît l'importance du vélo ici. C'est le premier partenaire en termes d'aménagement cyclable, le département, au niveau de la Haute-Savoie, donc c'est une compétence importante. On le voit bien avec les vélos à assistance électrique. Aujourd'hui, on a une explosion d'utilisation des vélos. Donc le département, il souhaite investir en propre sur ces infrastructures et puis également aider les collectivités qui le souhaitent, notamment autour des collèges, pour mettre en place des pistes cyclables, notamment à destination des plus jeunes. Justement, vous avez fait la transition avec ce reportage sur le dispositif Savoir rouler à vélo qui s'adresse donc au collège notamment. Marine Schneider s'est rendue au collège Jacques Prévert de Mété pour voir en pratique ce que cela donne. Si ça n'avance pas vite, on ralentit. On ne rentre pas derrière les personnes. C'est parti, le ton est donné pour cette 4e séance. Depuis la rentrée, ces élèves apprennent à circuler en suivant le code de la route. Et pour certains, c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. J'apprends à connaître les panneaux, même si j'en connaissais déjà, mais je les connais un peu mieux. Les vitesses, je sais quand les utiliser, mais c'est pas les mêmes quand on crosse. Du coup, c'est un peu plus difficile de remettre des vitesses quand on est sur le plat, sur les montées ou sur les descentes. J'étais pas très à l'aise sur la route, mais là, ça m'a fait changer et je me sens beaucoup mieux, ouais. Après avoir vérifié l'état de leur vélo, les cyclistes s'élancent sur des parcours de maniabilité. L'objectif du jour, trouver son équilibre quelle que soit la direction. Mais attention, il faut aussi surveiller son entourage, car pour bien circuler, l'une des règles fondamentales, c'est de céder le passage. Tournez le bras si vous voulez tourner. Aux intersections, il y a des priorités, on apprend aux élèves ces priorités. Tendre le bras, regarder, s'arrêter éventuellement s'ils n'ont pas la priorité pour laisser passer les autres. Autant de règles qui leur seront utiles une fois qu'ils seront à l'extérieur. Dans cet établissement, une vingtaine d'élèves viennent au collège à vélo et une quinzaine en trottinette. Pour le principal, ce dispositif est indispensable pour que les élèves roulent en sécurité à Mété. C'est un collège qui n'est pas forcément très accessible avec les pistes cyclables. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver facilement à aller entre 500 mètres à 1 km du collège, mais que pour terminer, ils sont sur la voie publique. Et donc être sur la voie publique, ça veut dire utiliser des règles précises, le code de la route, ne pas rouler sur le trottoir. Même si certains pédalent déjà à toute allure, d'autres en sont à leur galop d'essai. Il leur reste encore 4 séances pour maîtriser ces notions. Les dernières sont prévues en partie sur la route et sur la piste cyclable de Mété. 16 heures de formation pour ces élèves de 6e qui concernent 21 classes et 3 établissements d'Annecy. L'éducation routière doit commencer le plus tôt possible. Oui, c'est un nouveau dispositif. Le département a la compétence en termes de collège exclusive. Donc, il y avait un dispositif savoir nager, savoir skier, savoir secourir. Et on a estimé que
savoir conduire un vélo, savoir se déplacer à vélo, c'est quelque chose qui est indispensable et qui doit s'apprendre le plus vite possible parce qu'on a vu qu'il y a une extension de l'utilisation de ce mode de déplacement, mais voilà, il n'y a pas d'immatriculation des vélos, donc tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et il faut qu'on arrive à éduquer les gens, alors aussi bien les cyclistes que les véhicules, c'est les deux. Qu'est-ce qu'elle peut apporter cette formation justement à ces collégiens ? Déjà qu'ils apprennent à maîtriser le vélo, parce que moi j'ai assisté à ces formations, il y en a qui ont quand même du mal. Il y en a certains qui ont quasiment jamais fait de vélo, en 6e, il faut quand même le savoir. Donc on met des vélos à disposition, on ne leur demande pas d'amener leur vélo, on met des vélos à disposition. Et puis ça peut être aussi l'occasion après en famille d'en discuter, d'avoir un débat. Donc ça contribue à expliquer les choses et puis à faire en sorte que des habitudes soient prises dans le bon sens. Lionel Tardy, on termine cette émission avec le déménagement du centre d'exploitation des routes de Rumilly, qui va donc quitter le centre-ville. On vous écoute à ce sujet. On est sur une surface de 6000 m². On fait un nouveau bâtiment de 1300 m² et qui est là pour apporter un service amélioré pour l'ensemble des habitants du canton et puis également pour le personnel qui travaille au quotidien, des meilleures conditions de travail, un bâtiment à énergie positive qui répond à toutes les normes environnementales actuelles, donc c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Dans le budget du département, il faut aussi renouveler régulièrement les installations. J'ai aussi la responsabilité des collèges, donc les collèges c'est pareil, on les réhabilite, on en construit des nouveaux, c'est des choix qu'on fait. C'est la même chose pour les routes, on a des bâtiments qui datent de 10, 15, 20 ans. Donc on renouvelle régulièrement, on vient de renouveler à Thonon, on renouvelle ici, on va renouveler aussi sur Annecy très prochainement, du côté de la filière. Donc voilà, c'est un parc qui évolue, qui se modernise, ou alors carrément qu'on déplace d'un site à un autre si la vétusté ne permet pas de le réhabiliter. Il y a eu effectivement un peu de retard l'an dernier, mais les vrais travaux ont démarré cette année, au mois de mars-avril, et donc avec une livraison à l'horizon septembre 2022, juste avant la période hivernale. Donc voilà, on reste sur cet objectif de septembre 2022 pour la fin des travaux. Justement, on vient de l'entendre, vous venez de l'évoquer, la période hivernale, la viabilité hivernale, ce CERD, il a une vraie utilité pendant cette période. On a 29 centres comme celui-ci sur le département, donc l'idée c'est d'être au plus proche des utilisateurs, des automobilistes, notamment en période hivernale, quand il y a de la neige. Donc je rappelle quand même que les routes, c'est la compétence du département, c'est plus de 3000 km de voirie, on a des ponts, on a des tunnels, donc tout ça il faut l'entretenir et donc il faut des équipes qui permettent de le faire. Donc on a C29 CERD, on a 3 parcs en Haute-Savoie, à Annecy, à Cluses et à Thonon. Donc d'ailleurs l'an prochain on organisera une journée porte ouverte sur celui d'Annecy qui permettra justement au grand public de découvrir un peu tous les matériels notamment les véhicules lourds, les chasse-neige mis à disposition par le département pour toutes ces tâches. Voilà, c'est plus de 619 agents, le service route, donc c'est quelque chose de très important au niveau du département. Et puis par rapport à cette viabilité hivernale, et dans cette optique d'économie d'énergie, d'environnement durable, un chiffre à signaler, vous allez passer de 40 000 tonnes de sel à 20 000. À 24 000. À 24 000, donc on quasiment a fait, divisé par 2. Donc comment on le fait? Très simplement, on a des véhicules déjà qu'on a davantage équipés en termes d'électronique, donc qui permettent d'avoir une diffusion plus sélective du sel. On a tenu compte aussi des annonces qui ont été faites, c'est-à-dire obligation des pneus en période hivernale, donc qui doivent permettre aux personnes d'être mieux équipées, et puis aussi question environnementale. Je crois que c'est important, on l'a dit, le gravillonnage on arrête, donc pour la sécurité des cyclistes, mais également pour la partie environnementale. Le sel, on le diminue, voilà, on a tout un tas d'actions dans ce sens-là, pas uniquement sur les routes, mais également sur les bâtiments avec des bâtiments à énergie positive pour les collèges. La désimperméabilisation des cours d'école, donc de collège. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qu'on met en avant en termes environnementaux sur le département. Merci beaucoup, Lionel Tardy, d'avoir Merci. répondu à mes questions, de m'avoir accompagné. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, avec cette fois une émission consacrée à la Savoie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.